hein. Quel pot de vache, effectivement, on va commencer avec vous, Tarek Ramadan. Vous êtes le petit-fils par votre mère d'Hassan el-Banna, qui était le fondateur de la confrérie des frères musulmans, très puissant en Égypte et qui font un peu peur. Hein. Alors certains disent qu'ils représentent à peu près un tiers de la population. Bon, en tout cas, ce ne sont pas des enfants de cœur. Hein, ils ont une vision un petit peu moyenâgeuse de la société. Vous pouvez nous expliquer un peu, vous, comment vous les voyez? Vous êtes proche d'eux, j'imagine. Non, moi je suis le petit-fils par le sang. Encore une fois, ça fait bientôt 25 ans que je répète quelles sont mes positions. On a de la peine à m'entendre en France et votre présentation-là m'a fait sourire parce que j'ai l'impression que c'est du réchauffé. Malheureusement, c'est une façon de me présenter. Maintenant, c'est un tout petit peu dépassé. Beaucoup d'ironie, il y en avait pour tout le monde. Hein. Thibault, oui, non, d'accord. Je le prends. Prenons-le comme ça. De l'ironie. Tout le monde a son compte. De l'ironie un peu réchauffée. Donc, la deuxième des choses la question, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ce qu'on entend en Occident, on entend en France également, c'est que si Moubarak tombe, et aujourd'hui il vient de tomber, il vient de quitter le pays, on va avoir forcément les frères musulmans et des mouvements radicaux. D'abord, c'est pas vrai. Ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, c'est pas du tout ça. C'est un mouvement de masse, comme celui qu'on a vu et qui a surpris tout le monde en Tunisie. Ça n'est pas un mouvement islamiste. Ça n'a rien à voir avec la révolution iranienne. Il y a un mouvement de masse aussi en Iran. Vous avez vu le résultat. Mais c'est ce que j'étais en train de dire. On a toujours peur que les intégristes confisquent la révolution. D'accord, mais la révolution. Elle est très belle, la révolution au départ, et puis après. Non, de toute façon, il faut dans tous les cas il faut rester prudent. Mais la révolution iranienne menée comme elle l'a été menée n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui en Égypte. Et aujourd'hui, même en Égypte, vous l'avez dit, il ne représente pas un tiers de la population. Il représente peut-être 20 à 30% du mouvement d'opposition, ce qui n'est pas du tout toute la population. Et ils ne sont pas les leaders de ce mouvement-là. Et dans ce que j'ai pu écrire ces derniers jours, c'est de mettre en évidence que d'abord, il faut absolument qu'on trouve les voies en Égypte de voies plurielles, démocratiques, dans lesquelles les légalistes et non violents, comme ils le sont, alors après on a des questions à poser à ces mouvements islamistes, il faut les poser, mais on ne règle pas la question de l'islamisme par la torture et la dictature. On la traite par le débat démocratique à l'intérieur de la société égyptienne. Et il ne faut pas, aujourd'hui, présenter les choses comme si la dictature tombe, il n'y a que l'islamisme qui reste. Les Égyptiens et tous les jeunes aujourd'hui sont en train de vous dire changez de lunettes, regardez-nous pour ce que nous sommes. Nous sommes un peuple qui a envie de dignité et de liberté. Regardez-nous, il faudrait bien les voir. Tarek Ramadan, vous êtes en train de nous dire que vous souhaitez une république laïque en Égypte, c'est ça? Moi, ce que je veux, c'est une démocratie avec les principes qui sont inaliénables pour moi. L'état de droit, la citoyenneté égalitaire, le suffrage universel, le mandat spécifique pour un président et la séparation des pouvoirs. Voilà ce que je veux. Maintenant, ce sont des principes qui, pour moi, sont inaliénables. Le modèle de la société, ce sera le modèle que décideront les Égyptiens. Parce que s'il y a une chose qu'il faut qu'on entende en Occident, on partage les principes, mais on n'impose pas les modèles aux sociétés. Des séparations entre l'islam et l'État? Non, entre la religion. Parce que le problème de ces républiques, c'est souvent le mélange des gens. C'est pas toujours très heureux. C'est pas comme la France. La France, ça n'est même pas la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, ça n'est pas le Canada. Ce qu'il faut, c'est que l'État ne soit pas sous l'imposition d'une chape religieuse. Ça, personne, enfin moi en tout cas je ne le veux pas et je me battrai contre ça partout. Ce que je veux, c'est un vrai processus démocratique. Mais il faut dire que parmi les frères musulmans, vous avez des gens qui sont très très proches de l'évolution de la pensée turque, par exemple, qui a beaucoup évolué. Donc les gens ne sont pas arrêtés en 1940. Ils ont évolué et certains aujourd'hui réussissent à marier très bien islam et démocratie. Il faudrait qu'on le sache en France. Vous avez des millions de citoyens français qui sont des démocrates. Pourquoi faudrait-il que nous soyons en contradiction? Vous avez l'air joyeux ce soir. Elisabeth, les tout autant. Je voudrais quand même revenir. Enfin, si on regarde un peu ce qui se passe souvent dans les pays où l'islam est la référence du peuple et ou du pouvoir, je veux dire, ça n'est pas forcément très encourageant. Mais revenons un peu sur le cas des frères musulmans. Vous dites que vous n'en êtes pas, j'en prends acte, et je suppose que si un de vos éditeurs a dit le contraire dans la préface d'un de vos livres, c'est par erreur. Mais quand même, ces frères musulmans... Non, il n'a pas dit ça. Non, vous l'avez mal lu. La phrase de Alain Grèche, pour le citer, dit que je suis dans la lignée de la pensée. Ça, c'était... Mais la lignée de la pensée, c'était ce qu'il pensait. On a eu un débat après coup. Ce n'était pas à moi de rectifier ce qu'il pensait. Non, mais être membre d'une organisation, être dans la lignée de la pensée, c'est pas parfait. C'est une organisation. Non, mais peu importe. On va pas se perdre dans les... Peu importe. C'est une organisation, les frères musulmans. Non, mais Tarek Ramadan, en fait, c'est votre problème, et à vrai dire, ce qui m'intéresse plutôt, c'est qu'on parle de ce mouvement-là, de ce mouvement islamique, parce que, vous le savez, il y a des raisons aussi de s'inquiéter, et s'ils ne sont pas la seule force d'opposition, c'est probablement la plus organisée. Or,
Aujourd'hui, on a un exemple, ils sont au pouvoir à Gaza. Et Amnesty International dénonce de liberté d'expression. Donc, est-ce que vous souhaitez qu'ils participent au pouvoir, dans un pouvoir futur et démocratique en Égypte? Et est-ce que vous pensez, je veux dire, qu'on aura là un exemple d'un mouvement islamiste qui se comporte démocratiquement, ce qui n'est quand même pas toujours le cas? Non, moi, c'est les termes dans lesquels vous posez le débat qui me posent un problème. C'est-à-dire que vous êtes en train de poser l'opposition aux dictatures en disant ce pourrait être eux et qu'est-ce qu'on les mettrait où dans un régime démocratique? Dans un régime démocratique, si nous sommes sérieux avec ceci, comme ça s'est passé d'ailleurs dans les territoires occupés. Dans les territoires occupés, on a décidé, les Américains, comme la communauté internationale, de permettre au Hamas de participer aux élections sous le nom changement et réforme. Et donc ils sont entrés, ils ont gagné les élections. Mais la communauté internationale a considéré que le peuple palestinien avait fait le mauvais choix. Mais vous présentez les choses comme si ça n'était qu'une seule alternative. Le Fatah, dont vous ne parlez pas, est un mouvement corrompu, est un mouvement qui a tué, est un mouvement qui a spolié. Donc les Palestiniens, ils avaient le choix entre des gens qui ont fait un travail social et des gens qui ont volé et menti. Et donc aujourd'hui, il faut comprendre qu'il était normal qu'on aille dans ce sens-là. Aujourd'hui en Égypte, ce que je veux, c'est qu'il y ait un vrai pouvoir de transition qui aille vers la possibilité pour toutes les forces non violentes, respectueuse de la démocratie et des 5 principes dont je viens de parler, qu'elle soit partie prenante. Les frères musulmans ne sont pas les leaders de ce mouvement. Il faut cesser en Occident de diaboliser cette opposition et de ne pas soutenir les peuples. Vous avez eu un président qui, hier, en France, a encore relevé la menace des islamistes. Ça suffit. Non, il faut qu'on soit logique Ramadan, avec la démocratie. Vous présentez le travail social, vous présentez ce mouvement partout dans la presse comme un mouvement en rénovation, comme un mouvement pacifique, avec une querelle des anciens et des modernes. Enfin, ce mouvement qui est soi-disant en rénovation, son emblème, c'est toujours 2 épées sur un Coran. Sa devise, c'est toujours, je lis, Dieu est notre but, le prophète notre chef, le Coran notre constitution, le djihad notre voie, le martyr notre plus grande espérance. Même l'aile la plus modérée, elle demande quand même, donc les jeunes, la jeune génération à laquelle vous faites référence, elle demande un État démocratique avec un référent islamique. Comment est-ce qu'on peut considérer comme pacifiste un mouvement qui n'a pas pris ses distances avec cet héritage-là? Mais attendez. D'abord, vous faites référence à des slogans de départ. Le mouvement. Mais c'est important, le slogan. Non, attendez. Le slogan est important. L'analyse et l'explication du slogan est davantage. On n'arrête pas au slogan. J'ai encore dit. Oui, mais s'ils se rénovent, ils changent de slogan. Non. S'ils se rénovent, ils sont à l'intérieur dans un débat critique par rapport à ces slogans-là. Et ils le sont. Pourquoi? Parce que vous avez vu dans le mouvement aujourd'hui, et encore une fois, vous voulez me mettre tous, en général... Non, mais attendez, vous voulez me mettre dans la situation de défendre un mouvement, et moi ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer une tendance aujourd'hui dans le monde arabe. Et le monde arabe, ça n'est pas les frères musulmans. On vous parle des frères musulmans. Mais pourquoi vous parlez que des frères musulmans quand Parce que c'est une force énorme d'opposition, c'est la seule force organisée. Mais c'est pas vrai. C'est la seule force organisée. quand même la première. Ça n'est pas vrai. Ça, c'est un fantasme. C'est pas la seule force organisée. Non, on le laisse répondre. C'est pas du tout la seule force. Ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de force organisée. La grande puissance du mouvement populaire en Tunisie et en Égypte, non, attendez, c'est pas ce que je vous demande. J'ai quand même le droit d'expliquer ce que je vois sur le terrain. Vous pouvez me poser des questions tout le temps. Sur le terrain en Égypte, on le laisse répondre. Pas vous sur le terrain en Égypte. On le laisse répondre. Attendez, sur le terrain de l'analyse en Égypte, de l'analyse, soit. Ben, attendez, on fait quoi là? Vous êtes plus sur le terrain de l'analyse? Moi, j'y suis allé il y a moins longtemps que vous. Moi, j'y étais l'année dernière 2 fois. Mais c'est pas parce qu'on va. Je vous écoute quand même. C'est pas parce qu'on va une semaine. C'est pas parce qu'on va une semaine en Égypte qu'on a compris les tendances historiques. Fabrice, on le laisse. Toujours est-il que ce que je suis en train d'expliquer et que j'aimerais bien qu'on entende ici, c'est que les mouvements qui ont fait la force de ceux qui ont déboulonné Ben Ali et qui ont déboulonné Moubarak ne sont absolument pas les forces islamistes. Et qu'on continue aujourd'hui à présenter le monde arabe comme binaire, soit les dictatures, soit le mouvement islamiste. Maintenant, dans le mouvement islamiste,
Et là où tout le monde s'est trompé, avant ce qui s'est passé en Turquie, et on doit être critique même par rapport à ce qui se passe en Turquie, mais on a entendu exactement les mêmes discours, des islamistes qui n'évoluent pas. Or, Erdogan, sur les 20 dernières années, a beaucoup plus évolué que vous dans l'analyse que vous faites de ce qu'il est. C'est qui le vous? Alors, Vous, attends, point de vue de Jean-Christophe Ruffin. Jean-Christophe Ruffin, diplomate, écrivain, journaliste, enfin il connaît tous ces sujets comme Moi, ça. je ne vais pas voler au secours de Tariq Ramadan, il se défend bien tout seul, mais je suis assez d'accord avec lui quand il dit que cette révolution est une révolution diverse, pour le moment. Elle est diverse, et l'enjeu, c'est qu'elle le reste, on est bien d'accord. C'est-à-dire que tout le monde puisse s'exprimer. Là où je me méfie un petit peu, si vous voulez, c'est sur la question des principes et de la démocratie concrète. Parce que les principes, tout le monde est d'accord. Mais la démocratie, c'est pas l'Occident qui l'impose. La démocratie, elle vaut pour tout le monde, et je veux dire, il y a des structures démocratiques où il n'y a pas. Et moi, je mets ça en parallèle avec ce qui se passe en Iran. En Iran, aujourd'hui, les Iraniens sont muselés. Les Iraniens ont été écrasés l'année dernière, ils continuent à être torturés, à être mis dans des geôles, etc., parce qu'ils demandent la démocratie. Et on nous dit, finalement, en ce moment, les Iraniens prennent position en disant cette révolution est une révolution islamique, on voit un renouveau islamique, etc. Monsieur Ramadan, vous qui faites une émission sur la télé publique iranienne, Presse Télé, vous qui n'avez jamais dénoncé ce qui s'est passé en Iran l'année dernière, vous avez fait votre émission sur cette télé iranienne, en anglais certes, sans jamais le dénoncer. Est-ce que vous considérez, oui ou non, que le modèle iranien est un modèle démocratique? Alors, monsieur Ruffin, c'est gentil de venir, ou tenter de venir un peu à mon secours au début pour finir sur une chute qui montre que vous ne suivez absolument pas ce que je dis. Sur la BBC, tout de suite après les élections, sur... Je sais très bien ce que vous dites, puisque je sais même ce que vous faites quand vous ne le faites pas chez nous. Attendez, sur la BBC, la dénonciation immédiate de l'attitude du gouvernement. Depuis 20 ans, depuis le moment où j'ai pu prendre la parole publiquement, l'opposition à l'imposition du foulard en Iran, l'imposition des règles, l'imposition de ce qui a été l'application des houdoud en Iran, l'intervention après les élections. Alors, vous ne pouvez pas simplement prendre une situation dans laquelle j'ai mis en évidence le fait que j'avais une parole libre dans cette émission. Parce que ce qui m'intéresse, vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Parole libre sur la télé iranienne, il n'y a que vous qui l'ayez. Non, ah non, monsieur. Ah non, monsieur. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont de l'Evening Standard, qui est très critique par rapport à l'Iran et qui est venu aussi prendre la parole. Donc moi, ce que j'aimerais que vous entendiez, c'est quelle est ma parole. Quelqu'un qui est un sunnite, d'accord, qui intervient et qui aujourd'hui prend une position pour essayer de ne pas tomber dans la rupture entre chiites et sunnites dans le monde arabe et dans le monde musulman. C'est ça qui m'intéresse. Mais ma position sur l'Iran, je suis désolé, au moment de l'affaire Rushdie, l'une des voix qui s'est élevée depuis Genève pour dire que c'était inadmissible et scandaleux, c'était quand même la mienne, vous ne l'avez pas entendu. Donc de dire vous n'avez jamais pris position, c'est encore une surdité à certains types de propos que je tiens. Maintenant, permettez-moi de dire une chose. Vous avez raison sur un plan, par rapport à la révolution. Mais nous avons tous, par rapport à la révolution, à une révolution populaire, à être toujours tout à fait prudent. On ne sait pas ce que ça peut devenir. Mais j'aimerais vous dire une chose. Vous prenez l'exemple de l'Iran que vous sortez du Moyen-Orient. Mais l'Occident, où était-il quand on partait en vacances en Tunisie, en Égypte? Où est l'Occident, cher monsieur? Pourquoi vous ne parlez pas de l'allié objectif de ce gouvernement? Attendez, de ce gouvernement français, des États-Unis en Arabie Saoudite. Ne me dites pas ça à moi, parce que c'est certainement celui qui on se moque. La réalité vraiment politique aujourd'hui, c'est qu'on se moque de l'islamisme et des droits des femmes. La seule chose qu'on protège, ce sont des intérêts. Là, on est en train de faire du débat périphérique. Le centre, il est celui-ci. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jean-Christophe Ruffin a perdu son ambassade. Hein, parce que c'est ça son affaire. Hein. Je serai venu à votre défense, cher monsieur. David Abiker. Tariq Ramadan, pour bien comprendre, est-ce que vous appelez de vos voeux en Iran une révolution qui ressemblerait aux révolutions tunisiennes et égyptiennes? Ça vous réjouirait de la même façon ou pas? Oui. Bien sûr. J'aimerais que tout le Moyen-Orient s'embrase de cette même manifestation. Donc c'est très clair, très bien. La deuxième chose, c'est que finalement, dans tout ce que vous avez écrit les 15 derniers jours, vous avez détourné l'élan démocratique égyptien et tunisien pour le retourner à chaque fois contre l'Occident.
Alors du tout. que, Pas du tout. si, vous dites finalement que ces révolutions, elles se sont faites contre le modèle occidental, et là, pour le coup, on a quand même un peu de mal à vous suivre. Alors, je ne sais pas ce que vous avez lu, mais il y a un article qui est sorti aujourd'hui dans Le Monde qui dit exactement le contraire de ce que vous venez de dire. Preuve à l'appui, je renvoie tout le monde vers Le Monde d'aujourd'hui, je dis exactement le contraire. Écoutez, j'ai lu. C'est tout à fait exact. Non, parce que quand on lit votre blog, non, sincèrement, d'ailleurs, ça m'a un peu amusé. Quand on lit votre blog, on a le sentiment que Ben Ali au pouvoir, c'est la faute de l'Occident. Bien sûr. Ben Ali Attendez, est si, renversé, Ben Ali. il est exfiltré de Tunisie, c'est encore la faute de l'Occident. Attendez, Il y a attendez. une agitation en Égypte, c'est la faute de l'Occident. Il y a une agitation en Égypte, c'est la faute de l'Occident. Il y a l'Iran, il se passe quelque chose, c'est toujours la faute de l'Occident. Je suis désolé. Donc à la fin, on finit par se demander, Tariq Ramadan, si vous-même, désolé. vous n'êtes pas une sorte de coup de l'Occident. Ah, ça c'est vraiment très intéressant, mais c'est tout faux. Mais ben, permettez-moi simplement de vous dire une chose. Vous commencez votre intervention en disant on a l'impression. C'est vrai que vous êtes beaucoup dans l'impression. Non, Laissez-moi on peut terminer lire vos blogs, on peut même citer le papier du Monde qui commence par une critique des États-Unis et de l'Europe. Ça va, c'est toujours l'Occident. Est-ce que je... Attendez. Si vous je me cherchez, commence on va l'article. retrouver. Non, mais je vais vous trouver, vous allez me trouver aussi. Là, le début du texte, il est clairement de dire qu'il appartient maintenant aux Arabes de prendre position et de réussir à faire une plateforme plurielle. J'ai écrit une quantité de textes. Il y a 2 jours, vous critiquiez la presse, vous critiquiez l'intervention en disant que c'était les États-Unis qui faisaient pression et qui trafiquaient le pouvoir égyptien. Donc vous êtes dans cette logique-là aussi. Vous voyez la main de la CIA. Enfin bon, la main de la CIA. Est-ce que je peux terminer en vous disant qu'en critiquant les Arabes, en disant que le problème aujourd'hui, ils ont une grande responsabilité historique. Ce passage-là, vous n'en dites rien. Si. Je le dis dans le texte. Mais attendez, maintenant, prenons les sauf à les considérer souvent comme des naïfs, justement. Manipulés par la CIA. Enfin, bon, allez-y. J'ai jamais dit qu'ils étaient manipulés dans la CIA. Et d'ailleurs, dans aucun des articles que je viens de sortir, il y a la CIA. Il n'y a eu qu'une fois la CIA. Vous l'avez projeté. Sur la Tunisie. La CIA, jamais. Vous en parlez. Je ne parle jamais de la CIA. Je suis désolé. On parie, et puis ça va vous coûter cher. Donc, en l'occurrence, permettez-moi simplement de dire une chose. Je dis que la responsabilité des Arabes et des populations arabes et des intellectuels arabes est sans commune mesure. Mais je ne suis pas naïf. Nous savons aujourd'hui que Ben Ali est parti de la Tunisie avec la participation directe des États-Unis. Nous ne sommes pas naïfs. Pourquoi tout le monde attend, 1 heure après que Moubarak dise qu'il démissionne, l'intervention de Barack Obama? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à voir là-dedans? Mais vous nous prenez pour des naïfs. Moi, ma question, elle est celle-ci. Je dis aujourd'hui qu'il faut être très critique par rapport aux dictatures et très critique par rapport aux populations arabes parce qu'elles doivent se libérer. Mais quand elles se soulèvent, comment vous expliquez, vous, monsieur, que les voix européennes et occidentales ne soient pas immédiatement du côté du peuple et qu'ils nous balancent tout le temps « attention, les islamistes arrivent ». Alors il a mangé du lion, Tariq Ramadan, ce soir, hein, Tariq, hein. Vraiment, vous avez mangé du lion. En face de moi des tigres. Vous avez mangé du lion. Et alors, je voudrais avoir le point de vue de Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, quand vous voyez l'actualité ce soir, est-ce que vous êtes inquiet ou est-ce que vous êtes joyeux? Je suis totalement en dehors de tout ça. Moi, vous savez, je suis un instinctif, je suis un primaire. Je l'écoute parler, je vois la hargne avec laquelle on se met sur lui. J'ai pas d'a priori. J'ai entendu dire une fois qu'on lui a reproché beaucoup d'avoir un double langage. Il a répondu que c'est pas lui qui a un double langage, c'est les gens qui ont peut-être une double audition. Je trouve que c'est pas mal comme formule sur ce que j'entends ce soir, tu vois. Je sais pas le défendre, mais... Alors, par contre, parce que moi, j'ai pas de réponse, hein, j'ai juste une question. J'ai suivi, comme tout le monde, moi, devant ma télé, j'y connais rien, vous êtes des spécialistes. Il y a une question quand même que je me pose historique, hein, sur toutes ces révolutions, justement. Est-ce que, parce qu'on nous parle du peuple qui est martyrisé, qui a envie de bouger, est-ce que dans toutes ces révolutions, c'est vraiment le peuple qui se révolte? Ou est-ce qu'à chaque fois, c'est des gens derrière, qu'ils soient islamistes, pas islamistes, on l'a vu dans la Révolution française, hein, est-ce que c'est des gens derrière qui se servent du peuple pour prendre la place? Moi, c'est une question de Jean-Christophe Ruffin et de Tariq Ramadan. En regardant la Tunisie, en regardant tout ça, je me dis, est-ce que c'est ces gens-là, ces pauvres gens qui prennent des balles, etc., est-ce que ça vient d'eux? Ou est-ce que, dans toutes ces révolutions, il me semble que le Tché était Toubib, je crois, etc. Est-ce que c'est vraiment ces pauvres gens qui décident, ou est-ce qu'on décide à leur place d'une révolution et du reste? C'est une question que je vous pose à vous, puisque vous êtes des spécialistes. Allez, Jean-Christophe. Non, moi je pense que c'est une vraie révolution, c'est des vraies révolutions, que ce soit en Tunisie ou en Égypte, hein. On est bien d'accord avec ça.
Il y a vraiment une souffrance, il y avait une souffrance populaire dans ces pays qui était réelle et qui conduit à cette... Je pense pas qu'on déplace, si vous voulez, on peut déplacer quelques milliers de personnes. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'à ce moment-là de cette souffrance populaire, pourquoi elle explose là? Et est-ce qu'il n'y a pas des gens qui à un moment se disent on va s'en servir maintenant parce que nous, on veut prendre la place? Non, mais tout le problème est là, c'est-à-dire que je crois que le mouvement, il est venu effectivement d'une sorte de mouvement de fond dans ces pays. Bon, avec des pouvoirs qui n'ont pas tellement bien réagi, si je puis dire. Au sens où, puisqu'on parlait de l'Iran, l'Iran a des moyens, par exemple policiers, de torture, etc., beaucoup plus efficaces d'une certaine façon, et qui a permis de tuer une révolution iranienne qui était aussi très forte, mais qui a été tuée. Elle n'est pas forcément morte, mais elle a été quand même vraiment... Est-ce que c'est pas justement que l'organisation derrière la révolution tunisienne et égyptienne est plus costaud? La question c'est quel pouvoir va sortir de là? Qui va attirer les marrons du feu, comme on dit? Vous savez, c'est pas du tout... Moi, je suis jamais pour opposer l'Occident, l'Orient, etc. Est-ce que le peuple va y gagner, surtout? Et leurs dérives, on les a connues ici. La terreur, on l'a connue ici. Donc c'est pas un phénomène, c'est pas pour dire, c'est un phénomène. C'est les Arabes, ils sont pas capables d'avoir la démocratie. Personne. Juste pour... Non. Les Tarek Ramadan, on continue. Non, moi, je suis d'accord avec. Non, je suis d'accord avec ça. Je pense que personne. D'ailleurs, c'était tout à fait imprévisible. Tous les partis politiques de toute tendance, des plus communistes athées jusqu'aux islamistes, personne ne s'attendait à ça. Et à un moment, attendez. Juste un truc, ça veut dire qu'à aucun moment il se peut, je dis ça comme ça, moi je suis dans l'utopie totale, il se peut que des gens aient décidé de dire c'est à ce moment-là, on va se servir du peuple à ce moment-là. Non, par contre, attendez, il y a eu à un moment donné, un jeune homme s'immole, et puis un mouvement s'embrase. Personne ne s'y attend. Maintenant, qui y a derrière? Il y a évidemment, c'est de la politique. Tout le monde va essayer de tirer la couverture à lui. Et ça se passe maintenant sous nos yeux, encore en Tunisie. Et ça va se passer... Entre tirer la couverture et organiser, il y a une mesure. Tenter d'organiser... Qui fait qu'on s'en prend à vous en disant c'est peut-être les islamistes qui ont organisé. Il peut y avoir du peuple, il peut y avoir le peuple, et il peut y avoir les jeunes élites paupérisées de ces pays-là qui ont une conscience politique très forte, et c'est pas parce qu'elles sont tout bib diplômées qu'elles ne sont pas le peuple. Je pense que ça répond à votre question aussi. Et elles aussi, elles font de la politique. Mais moi, elles sont diplômées. Mais je voudrais quand même poser encore une question à Tarek Ramadan, parce que, en fait, je crois que vous n'avez pas compris notre question qui était un peu qu'est-ce qui peut se passer derrière? Or, dans le monde arabo-musulman, qu'est-ce qu'on voit depuis un certain temps? Des forces, effectivement, des forces qui ont été d'ailleurs réprimées, qui souvent, quand elles gagnaient des élections, étaient aussi réprimées, comme c'était le cas en Algérie, qui se réclamaient de l'islam. Et ça n'est pas forcément... C'est ça qui inquiète l'Occident. Ça ne veut pas dire qu'on choisit la dictature. Mais on laisse répondre maintenant. Elisabeth, on laisse répondre. Un exemple. On a compris, tout le monde a compris. Non, je vais donner un exemple. On laisse répondre. Vous voyez bien la différence entre l'Inde et le Pakistan. Si vous voulez, ça se passe c'est la même histoire. La même histoire, la même colonisation, la même ethnie. La seule différence, c'est la religion. L'Inde est plutôt partie sur une bonne direction. Le Pakistan, c'est le chaos. Donc, vous comprenez que ça peut inquiéter. Elisabeth, est-ce que les invités peuvent s'exprimer dans l'émission? Tarek Ramadan, sauf que je ne crois pas que la grande tradition indienne, ce soit la petite histoire pakistanaise. C'est pas la même tradition. Et en plus, il y a aussi de vraies questions par rapport à ce que c'est que le Pakistan. Mais maintenant, je crois que l'idée derrière, ce que je peux entendre de votre question, c'est qu'il y a un vrai questionnement sur le référent islamique et la potentialité de la démocratisation. Et ça, je crois que c'est une question qui est légitime. Maintenant, poser cette question veut dire qu'on prenne fait et cause pour les principes de la démocratie et les processus de démocratisation. Il faut que les gens y participent. Pourquoi? Parce que c'est en participant au débat démocratique que vous changez votre vue de ce que c'est que la démocratie. C'est pas sous la répression. La répression n'a jamais fait disparaître ni le référent islamique, elle a plutôt tendance à le radicaliser. Donc allons vers quelque chose de tout petit peu plus J'aimerais qu'on sage. passe maintenant un tout petit peu à la géopolitique. C'est-à-dire qu'il y a ce mouvement en Égypte, il y a des mouvements au Yémen, il y a des petits mouvements plus faibles en Syrie. En Algérie, il y a une grosse manifestation prévue le 12, c'est-à-dire demain. Dans quel ordre vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez que le monde arabe est en train de s'embraser, ou qu'il y a, bon, maintenant les problèmes égyptiens et tunisiens sont réglés, et qu'après on va avoir une plage de temps un petit peu plus longue? Il y a une conclusion provisoire, mais qui est quand même assez évidente, c'est que soutenir, et là-dessus on se rejoint tout à fait, soutenir les dictatures n'est pas un gage de stabilité. Ça, c'est tout à fait clair. Je veux dire que on a été extrêmement complaisant, et c'est pas la faute des ambassadeurs.
avec... Non, mais je dis ça parce qu'on... Non, vous avez votre histoire, vous étiez ambassadeur au Sénégal, vous parliez un petit peu fort et vous avez été viré. Voilà. Oui, non, mais quand on dit les ambassadeurs disent pas ce qui se passe, alors on ne savait pas ce qui se passe en Tunisie, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Tout le monde savait que Ben Ali était un dictateur. Sauf l'ambassadeur de France, apparemment. Non, mais le dernier, parce qu'il avait été mis là précisément, et encore, je veux pas entrer dans le détail, mais si. je veux dire, mais non, mais parce que le problème, c'est que quand quelqu'un fait ce métier comme il faut, c'est-à-dire dit les choses, et qui gêne, parce que ce qu'on lui dit, c'est fais pas de vagues, au bout d'un moment, on le change. Et on en prend un à qui on coupe ce qu'on peut, et pour qu'il ne parle pas trop. C'est bien ce qui s'est passé au Sénégal. Donc, enfin, moi, on m'a rien coupé, hein, mais je suis parti. Cela dit, la question centrale, c'est est-ce qu'on savait? Oui, on savait. Oui, on savait. Est-ce qu'on sait que dans un certain nombre de pays aujourd'hui, il y a des dictatures encore? Oui, on le sait. La question, c'est est-ce qu'on s'en accommode? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en accommode ou pas? Bah oui. Alors, moi, je suis persuadé, si vous voulez, que la France a une politique là-dessus qui est parce que c'est une responsabilité politique. C'est pas le diplomate qui est sur On a une politique qui est paradoxale et alors là, parlons de double langage. Notre double langage est évident. C'est-à-dire qu'on a une phraséologie de droits de l'homme, de défense des droits de l'homme, et on s'accommode assez bien, finalement, et à toutes les occasions, des excès d'un certain nombre de régimes. Les Allemands font le contraire. Le général de Gaulle nous a appris ça. Non, mais attendez, c'était la politique du général de Gaulle. Moi, je n'y crois pas. Je ne pense pas que ce soit indispensable. Les Allemands font le contraire, par exemple. Les Allemands parlent beaucoup moins. Vous n'entendez pas Angela Merkel dire le Tibet, le machin, etc. Mais, dans le dialogue avec ces pays, ils sont beaucoup plus intransigeants et beaucoup plus efficaces. Moi, je l'ai vécu dans le pays où j'étais. L'ambassadeur d'Allemagne avait les coudées beaucoup plus franches sur les questions de gouvernance. Il était beaucoup plus attentif et surtout beaucoup plus soutenu par son gouvernement contre ces dérives. Donc, je pense que d'abord, parler des Arabes, de l'Afrique, des Occidentaux, je suis désolé, c'est pas vrai. Il faut distinguer des pays, des stratégies, des politiques. Et nous, je pense qu'on s'est engagé dans des politiques qui étaient exagérément complaisantes, et là je suis totalement d'accord avec Tariq Ramadan, exagérément complaisantes avec des dictatures. Et le résultat, c'est que quand les dictatures tombent, il y a un très grand risque, et c'est là qu'on diverge, de dérive aux extrêmes et d'arriver du chaos. On diverge pas, on pose des vraies questions. C'est-à-dire, on peut pas aujourd'hui avoir une vue claire de ce qui va se passer. Et il faut poser les questions, les vraies questions. Est-ce qu'on va vers des vrais processus de démocratisation? Là, c'est ce que je veux aussi. C'est-à-dire que vraiment, ça, il faut que ces processus-là soient protégés et défendus. Vous avez posé une question sur la situation régionale. Vous savez, avant la Tunisie, moi, je ne pensais pas que l'Égypte pouvait tomber. Mais aujourd'hui, que l'Égypte tombe, est en train de tomber, parce qu'encore une fois, rien n'est gagné. On est vraiment aujourd'hui dans une situation où celui qui est en train de prendre la place de Moubarak a comme dossier, le dossier vraiment lourd du point de vue du non-respect des droits humains, des droits de l'homme et de la torture. Donc, tout peut arriver maintenant. Si vraiment le régime tombe, on a vu le roi de Jordanie changer son gouvernement, on a vu le Syrien avoir des politiques préventives, on entend la même chose en Algérie. Tout peut arriver si les soulèvements populaires continuent. En Algérie, je répète, demain, il y a quand même une grande manifestation. Interdite, une grande manifestation interdite. Une question quand même à tous les deux, parce que tout à l'heure vous avez dit, Tariq Ramadan, les pays occidentaux défendent leurs intérêts, vous avez dit ça d'un air très réprobateur. C'est vrai, les intérêts, c'est un peu sale. Mais enfin, est-ce que vous connaissez un pays, et je pose la question aussi à Jean-Christophe Rufin, dont la diplomatie est dictée simplement par le souci des valeurs et pas du tout par la défense de ses intérêts? Non, il est normal pour un État de défendre ses intérêts. Mais il n'est pas normal de le faire à n'importe quel prix. Oui, on ne peut pas... Attendez, moi, quand j'ai pas pu entrer, je ne pouvais toujours pas, maintenant ça sera possible, mais entrer en Tunisie pendant des années. Ça fait 15 ans que je n'entre pas en Égypte. Sur un plateau d'une émission en France, j'ai été confronté à l'ambassadeur d'Égypte, à qui j'ai dit combien son pays était une dictature et comment on a torturé des gens devant moi parce qu'on ne pouvait pas me toucher parce que j'étais suisse. 2 semaines plus tard, j'ai été interdit d'entrer en France pendant 10 mois. Et le Nouvel Observateur a annoncé que c'était sous pression de l'Égypte. Quand on a de telles relations avec des dictatures, on ne donne pas la leçon de démocratie au monde. On revoit sa copie et on se pose la question. Aujourd'hui, vous parlez de l'islam, mais de l'Arabie Saoudite, il faut quand même dire les choses. C'est là où il y a quelque chose qu'il faut bien dire, c'est que les gens comme moi qui disent il faut respecter les droits de l'homme, défendre une certaine... vraiment nos intérêts bien sûr, mais aussi
ne pas se marier, ne pas soutenir n'importe qui, n'importe comment, c'est pas de la naïveté. C'est pas de la naïveté. Nous, on a fait une réelle politique un petit peu de cocu, parce que finalement, on a soutenu des gens, soi-disant... Vous ne parlez pas comme un diplomate, là. Ben, je m'en fous, je vais quitter Qu'est-ce que c'est la réelle politique quand vous avez soutenu des gens qui disparaissent dans le chaos et dans l'opprobre et qui vous laissent désarmés lorsque vous voulez parler désormais de démocratie dans le monde? Jean-Christophe Ruffin, quand l'État français est sommé de réagir et il tarde à réagir à ces révolutions qui arrivent, évidemment, il est sommé au nom des droits de l'homme. Et on a le sentiment que la marge de manœuvre d'un État comme la France, elle se rétrécit, c'est-à-dire qu'il a le choix entre une politique des droits de l'homme alignée, grosso modo, sur le discours médiatique, et puis Wikileaks. Et qu'entre les deux, il ne peut plus rien faire. Et c'est assez bizarre quand même, puisque tout... Et j'y suis d'une certaine manière parvenu, jusqu'à ce qu'un jour, effectivement, un coup de fil, et puis voilà. Et c'est les réseaux français qui vous ont eu. C'est les réseaux français qui ont eu votre coup, plus que le président sénégalais. Patrick, c'est juste une question que je vous pose à vous, puisque vous êtes des spécialistes. J'essaie de me mettre de ressentir un petit peu ce que ressentent les gens devant la télé qui les concerne eux. C'est juste une question, c'est entre ces erreurs diplomatiques, cette espèce de flambée dont on parlait qui passe de la Tunisie à l'Algérie et tout, il y a des gens que je rencontre, moi, qui me disent et est-ce qu'éventuellement ça peut faire quelque chose chez nous? C'est une question qu'on me pose. Et que des gens me demandent en me disant est-ce que cette onde de choc, le fait que notre président ait soutenu certaines personnes qui maintenant sont de l'autre côté. Il y a une révolution française? Non, pas. Non, je parle pas de ça. Excellente question de Patrick Sébastien. On va garder comme chroniqueur d'ailleurs. Il y a des Tunisiens, il y a des Algériens, il y a des Égyptiens. Et est-ce que ces gens-là, moi j'ai des gens qui me disent, parce que le Front National se nourrit de ça, vous inquiétez pas. Hein. Je veux dire, c'est vrai que s'ils se nourrissent de ça, ils ont raison d'ailleurs, mais il y a des gens qui me posent la question que tu ne peux pas empêcher d'avoir cette petite angoisse en regardant la télévision, en disant mais est-ce que ça, c'est pour ça que je vous demande à vous, est-ce que ça a une chance de donner des idées, pas de révolution, mais de mouvement ici? Patrick Sébastien, moi je dirais qu'aujourd'hui, dans l'effervescence internationale, c'est le contraire qui peut se passer. C'est-à-dire que, non, le contraire. Les citoyens français comme européens, comme occidentaux, c'est-à-dire qu'on l'entend même aux États-Unis, c'est un apaisement, un soulagement. Quelque chose se passe enfin dans le monde arabe avec un mouvement qui va vers la démocratie. Je crois qu'il y a beaucoup plus de contentement et de soulagement que le contraire. Mais j'aimerais juste ajouter un mot sur ce que vous avez dit et sur votre question de l'hyper-président. Il ne faut quand même pas nous dessiner la relation de la France avec l'Afrique ou avec le monde arabe comme quelque chose qui serait aujourd'hui uniquement de mauvais augure parce que de droite. La gauche au pouvoir a aussi traité avec les dictatures de la même façon. Et ce ne sont pas des erreurs diplomatiques. Il faut vraiment ce sont des erreurs politiques, d'éthique politique. Où nous plaçons-nous? Et encore une fois, je suis vraiment pour que cette équation, elle soit claire. Il ne s'agit pas de choisir les intérêts contre l'éthique, mais l'éthique avec les intérêts et les intérêts sans oublier. Vous êtes d'accord, Jean-Christophe Ruffin? Oui. C'est-à-dire les Arabes sont fiers ce soir. Oui, mais moi je pense que si vous voulez, c'est un peu en effet le contraire, c'est-à-dire que c'est l'influence des Tunisiens, Algériens, etc., qui sont ici, qui sont à l'étranger, qui a beaucoup joué aussi sur l'évolution de leur pays. Et je pense que le fait de se rapprocher de ce que peuvent penser les diasporas, hein, l'Africain qui est ici, toutes les familles qui ont encore des membres de leur famille dans ces pays d'origine, ils sont plutôt plus près là aujourd'hui parce que les situations se rapprochent. Cela dit, ils sont inquiets aussi, parce qu'ils ont l'expérience d'une forme de démocratie ici, qui n'est pas parfaite, mais qui n'est pas non plus quelque chose d'occidental. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire la démocratie, c'est européen. Les voitures, ça a été inventé en Europe, mais on roule avec les voitures partout. Et je veux dire qu'une démocratie avec système représentatif, la possibilité de s'exprimer, le respect des faibles, le respect des femmes, le respect, etc., ça vaut partout, partout. Et c'est ça qui est en jeu. Parce que tous ces gens qui sont ici, ils ont envie que ça soit comme ça dans les pays où sont encore leurs familles, si vous voulez. Alors, on parlait de la peur de l'islamisme, la grande peur de l'Occident. Il y a une autre peur aussi qui s'était un petit peu estompée ces dernières années et qui est peut-être en train de revenir. En tout cas, il y a un livre là qui va faire débat. C'est un livre choc. Hein, c'est vraiment le cas de le dire. L'arrogance chinoise d'Eric Israelevich. Alors vous
Bon, on n'a pas besoin de vous présenter, hein. Vous êtes maintenant le nouveau patron du monde. Beaucoup de panache, hein. Vous quittez régulièrement les journaux. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec l'actionnaire, à la tribune, bon, maintenant... Je les quitte pour défendre l'indépendance des journaux et des journalistes. Bon, voilà. Aujourd'hui... Et la vôtre aussi. Et la mienne, oui. Voilà. Bon, vous êtes un journaliste indépendant et vous publiez un livre indépendant sur la Chine. C'est-à-dire que c'est pas des choses qu'on lit d'habitude. Et ça s'appelle l'arrogance chinoise. Alors, qu'est-ce que c'est que cette arrogance chinoise? Parce que bon, le coup de la Chine, c'est l'avenir. Ça, vous nous le faites d'ailleurs dans ce livre. On sait très bien, on vend autant de voitures, on vendait autant de voitures au mois d'août à Pékin que dans la France entière. Donc c'est absolument fascinant. Mais en même temps, vous nous dites, attention, l'éléphant, il va peut-être falloir commencer à penser à le dompter. Oui, absolument. Bah, si vous voulez, sur le plan économique en particulier, la Chine a connu un développement absolument spectaculaire. Et ce qui m'a frappé sur les dernières années, ça fait 20 ans que je m'intéresse à ce pays et à son développement économique, ce qui m'a frappé sur les dernières années, c'est un changement de comportement de la part de la société chinoise dans son ensemble, c'est-à-dire à la fois de la population, des médias, de la blogosphère, enfin, des Chinois qui sont sur la blogosphère, des hommes d'affaires chinois, du pouvoir chinois. Ils sont devenus arrogants. C'est-à-dire qu'ils sont devenus très sûrs d'eux. C'est ce que je dis, ils ont pris la grosse tête, si vous voulez. Ils ont pris la grosse tête et on peut comprendre. D'abord, c'est une dictature qui marche, hein, contrairement à une dictature égyptienne ou tunisienne, il y a de la censure. Voilà, absolument, il y a de la censure, il y a un parti unique, ça marche très très bien. Oui, mais ce qui permet à cette dictature, je dirais, d'être, pour l'instant en tout cas, de se maintenir, c'est la croissance. C'est la croissance. C'est-à-dire que, contrairement aux pays arabes ou à d'autres pays, vous avez une dictature, mais avec 10% de croissance par an. Vous savez, on parle de la crise chez nous tous les jours, du chômage, de la dette, de la stagnation, etc. Là-bas, c'est 10% de croissance par an, même pendant la crise. Sur les 5 dernières années, ils ont continué à faire du 10% par an. Ils ont produit l'année dernière 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Donc, et comme vous disiez, maintenant, ils sont le premier marché automobile. Le pouvoir d'achat a été multiplié par 10. Voilà. Donc, si vous voulez, là-bas, ce qui fait que tout le monde finalement adhère, ou en tout cas ne se préoccupe pas des problèmes politiques, enfin, tout le monde, sur les 1,3 milliard, il y en a quand même moyennes, disons. Sur les moyennes, enfin, en tout cas, ce qui fait qu'il y a pour l'instant, il y a de plus en plus de grèves, de plus en plus de mouvements sociaux, mais ça, c'était comme dans la Révolution française autrefois, hein, il y en a de plus en plus, et je pense que c'est très sain, mais pour l'instant, tout le monde a l'impression, comme on dit, quand la mer monte, tous les bateaux montent, donc quand il y a de la croissance, tout le monde, je veux dire, le paysan qui est très éloigné dans une province de l'Ouest, qui est très pauvre, qui vit dans une maison où il n'y a pas de chauffage, pas de fenêtre, etc., il sait qu'avec 10% de croissance, il vivra mieux l'année prochaine, que c'est son enfant, puisque c'est l'enfant unique, vivra mieux. Donc je dirais qu'il y a une perspective. Ce qui fait que le problème politique, à mon sens, ne se pose pas encore, je dis bien, ne se pose pas encore. Contrairement donc à ce qui se passe dans le monde arabe, vous voyez pas, vous, de révolution. Alors, avant longtemps. Il y a quand même un élément intéressant à noter, c'est que l'information sur ce qui se passe en Égypte est censurée actuellement en Chine. Tout est censuré de toute façon là-bas. Non, pas tout quand même. Attendez, il y a 70 millions de jeunes qui surfent sur le net, et même si l'Internet est censuré, il l'est pas totalement. C'est impossible de censurer totalement Internet. Donc il y a des centaines de milliers de jeunes Chinois qui font leurs études dans tous les pays du monde, en Afrique ou en Amérique ou en Europe. Ils sont dans le monde. Hein. Donc on peut pas penser qu'ils sont complètement isolés. Mais c'est vrai que les Chinois ont l'air d'être un peu préoccupés de ce qui se passe dans le monde arabe, parce que finalement ils se disent, dans le monde arabe, en Tunisie et aussi en Égypte, finalement, est-ce que chez eux, qu'est-ce qui se passe? Ils ont un enrichissement, ils ont des gens qui font des études, de plus en plus, ils ont des jeunes qui surfent sur Internet. Est-ce que tous ces gens-là, ils vont pas, voyant ce qui se passe dans les démocraties et ailleurs dans le monde, avoir exprimé une revendication de libéralisation politique? Pour l'instant, les signes de tels mouvements sont très marginaux, mais c'est peut-être une des grandes interrogations, et en tout cas, à mon sens, c'est une des inquiétudes du pouvoir. Ouais, ce qui est frappant, c'est que dans le livre, justement, vous faites pas cette espèce de dichotomie qu'on a en permanence entre d'un côté la politique, de l'autre le marché. Vous prenez le marché, et c'est à partir de ça que vous faites une critique, et une critique, je dirais, des Chinois, mais en reflet, une critique des Européens, des États-Unis, en nous disant, en gros, arrêtez la fascination. Ah bah oui, ils considèrent que maintenant, eux, ce qui m'a frappé ces derniers temps, c'est qu'ils disent, grosso modo, si vous voulez, mais vous, le monde occidental, vous êtes le monde décadent, vous êtes le monde fini, vous êtes vieux, vous êtes fatigué, vous n'innovez plus. C'est pas faux non plus. Mais enfin, c'est nous qui nous roulons par terre dès qu'un Chinois fronce le sourcil. Oui, si vous voulez, c'est quand même notre faiblesse qui est la cause de leur arrogance. Oui, enfin, eux se disent, attendez, on nous a donné des leçons, ça fait des années et des années que le monde occidental donne des leçons à la Chine, dit à la Chine comment ils doivent
faire, etc. Mais aujourd'hui, ils disent, attendez, arrêtez. Et nous, on peut peut-être à nous de vous dire comment il faut faire. Et il y a de plus en plus, d'ailleurs, c'est un des éléments de mon livre, je pense qu'il y a un modèle chinois qui est en train de séduire un certain nombre de pays en développement qui se disent... Plus 10% chaque année. Bien sûr. Le pouvoir d'achat, je le disais, multiplié par 10 en 30 ans, enfin, ça vaut la peine d'être regardé. Éric Israéli, comment on fait quand on est donc l'Occident, qu'on a le boulet de l'impérialisme, le boulet du colonialisme, qu'on a la contrainte des droits de l'homme, qu'on doit fermer sa gueule? Comment on fait pour affronter la Chine sur ses marchés, pour affronter la Chine en Afrique? Si on traîne, c'est pas des casseroles, je veux dire, c'est un handicap, on a des pieds lestés de plomb. Comment on fait, à part essayer d'aller grappiller des commandes? Comment on fait face à cette arrogance-là, qu'elle s'exprime en Afrique ou qu'elle s'exprime sur le marché international? À mon sens, si vous voulez, par exemple, en Europe, on s'unit, c'est-à-dire on se met ensemble, on ne fait pas bagarre entre Allemands, Français, Italiens et Espagnols face aux Chinois. Pour eux, ils se frottent les mains, si vous voulez, quand ils voient la division européenne sur tous les sujets, que ce soit pour les grands contrats, que ce soit pour la monnaie, que ce soit pour le commerce, pour tout. Mais ils voient une Europe complètement divisée, pour eux, c'est un jeu très facile. Et ils viennent là, vous voyez, le Premier ministre chinois est venu avant Noël, avec des carnets de chèques gigantesques, et la Grèce, vous êtes en train de... je vais vous donner un peu d'argent. Et le Portugal, donc ils sont là. Ils ne réinvestissent pas chez eux pendant ce temps-là. Elisabeth, ils ne réinvestissent pas chez eux pendant ce temps-là. Je pense que c'est une grave erreur, exactement. Je pense que nous sommes dans une situation complètement paradoxale où le pays, l'un des pays qui est encore un des plus pauvres, la Chine est encore un pays pauvre, on est très pauvre là-bas, est celui qui épargne le plus, celui qui a le plus d'argent de côté. C'est pas normal, si vous voulez. C'est normalement un pays pauvre doit utiliser son épargne pour investir, pour se développer, pour créer des écoles. Elisabeth, allez-y. Éric Israéli, d'ailleurs, pardon, il y a quelques années, d'ailleurs, vous n'étiez pas fasciné, je trouve ça injuste de le dire, mais vous étiez quand même plus admiratif. Mais je reste admiratif parce que attendez, ils ont une performance inouïe. Moi, j'aimerais bien qu'en France, on ait 10% de croissance. Mais quand on vous lit, il n'y aurait pas autant de chômage. On se dit que finalement, ça fait 10 ou 15 ans qu'on est depuis Huntington, le 11 septembre, etc., qu'on se dit il va y avoir un choc des civilisations avec le monde musulman. Est-ce que dans le fond, c'est avec le monde chinois qu'il va avoir lieu? Est-ce que, comme le préconisait Huntington, on doit se replier sur notre ère, c'est-à-dire peut-être renoncer un peu au libre-échange? Oui, je pense qu'effectivement, il y a un vrai choc des civilisations, de mon point de vue. C'est-à-dire que derrière cette puissance économique, il y a une puissance culturelle. Enfin, c'est une culture très très riche, la culture chinoise. Il y a une manière de penser, une manière de fonctionner, une manière de vivre complètement différente, et qui vient, à mon sens, et d'ailleurs le modèle économique, le modèle économico-politique, c'est-à-dire la dictature et l'économie de marché. Je pense que ça peut être quelque chose qui va séduire, comme je le disais, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de régions. Alors moi, je reste impressionné par la performance de ce pays, mais je m'inquiète de cette espèce d'arrogance. Vous avez l'air de dire que cette arrogance cache aussi une angoisse face à ce modèle mirifique. Vous avez l'air de dire que c'est un peu un colosse au pied d'argile, quand même. Oui, absolument. Je pense que l'arrogance qu'ils affichent aujourd'hui, c'est lié aussi à leur crainte finalement de ne pas poursuivre la croissance qu'ils ont aujourd'hui, puisque jusqu'à présent, ils avaient les moteurs de leur croissance, c'était la démographie, une démographie qui explosait, c'était l'exportation. Ces moteurs s'épuisent, il faut qu'ils aient des nouveaux moteurs, il faut maintenant que les Chinois puissent consommer, ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils ne font pas suffisamment. Il faut donc qu'il y ait une protection sociale, il faut qu'il y ait des salaires plus élevés, et tout ça. Il faut qu'il y ait une révolution socialiste, en fait, en Chine. Commentaire de Jean-Christophe et Tariq, si nos commentateurs les laissent parler. Jean-Christophe. Pour faire évoluer un pays comme ça, pour l'accompagner, peut-être dans plus de démocratie, les droits de l'homme, il n'y a pas que la dénonciation non plus. Il n'y a pas que le choc frontal en disant... Il y a aussi le fait, je crois que c'est très important, d'associer un pays comme la Chine aux instruments de la gouvernance mondiale, de les mettre... Moi, au Sénégal, par exemple, c'était dans un contexte très particulier, mais j'ai beaucoup associé l'ambassadeur de Chine à toutes nos réunions, etc., pour pas le transformer en une espèce d'État voyou, d'État paria. Et finalement, on se rend compte que les Chinois sont assez demandeurs d'une forme de responsabilité mondiale. Mais évidemment, si on les transforme en État voyou, en disant on les met à part, ils n'obéissent à aucune règle, je pense qu'on crée un ennemi. Ça se fait, on y arrive à créer un ennemi simplement en le méprisant et en le mettant à l'écart. Je pense qu'il faut plus les associer, il faut continuer aussi à dénoncer, mais il faut aussi les associer à nos décisions. Oui, mais ce qu'on constate, c'est que souvent, ils s'associent et après, je dirais, ils prennent des engagements qu'ils ne respectent pas. Donc ça pose des... On l'a vu à l'OMC, on le voit dans un grand nombre de mais cas. c'est là où il faut les faire progresser dans un cadre... Je ne pense pas que ce soit intéressant de faire une espèce de containment, comme on disait autrefois, à l'égard de la Chine, en mettant ce pays à l'écart. Je pense qu'on... Tariq, un mot. Juste vraiment l'impression, effectivement, que parfois, les politiques occidentales
par rapport à la Chine, ne savent pas très bien comment se positionner et sont parfois très maladroites dans le positionnement sur la scène internationale. On est entre le choc culturel et la compétition économique. C'est tout ce qui nous intéresse. Et ça, effectivement, on crée l'ennemi. On n'est pas du tout dans un rapport, d'abord, qui est lié à aujourd'hui des nouveaux enjeux. Je pense, par exemple, au Moyen-Orient et à l'Afrique. La présence chinoise en Afrique et au Moyen-Orient est phénoménale. Et ce que vous disiez tout à l'heure, le passif impérialiste, le passif colonial n'est absolument pas présent dans beaucoup de consciences arabes par rapport aux Chinois. Et on acceptera chez les Arabes beaucoup plus une pénétration chinoise sans le passif colonial que ce qu'on accepte maintenant des Occidentaux. Il faut qu'on se rende compte de ça, parce que là on est en train de faire un très très mauvais calcul historique sur la présence des Chinois. Oui. Et l'autre chose qui me paraît importante dans ce que vous avez dit, c'est à l'intérieur de la Chine, c'est une dictature et il y a quand même des mouvements d'opposition qu'on a vu s'exprimer il y a 2 ans, raison pour laquelle il faut complètement boucler. La révolte arabe pourrait donner des idées à ceux qui sont dans le nord-ouest, à ceux qui sont aujourd'hui sous la répression. Donc je pense on devrait peut-être reconsidérer nos positionnements par rapport à la Chine. Pour poursuivre donc la discussion, moi je vous conseille la lecture de ce livre excellent, L'arrogance chinoise par Eric Israelevich. Ce que m'a soufflé David à l'oreille, j'ai beaucoup aimé. Et il a symbolisé ça, il a dit c'est pas le choc des civilisations, c'est le chèque des civilisations. C'est ça très joli. Le chèque chinois, le chèque chinois.